Coucou, je suis Francis Epo, étudiant à la Grande Faculté de Médecine. Je suis devant vous pour vous parler de syndrome néphrotique en pédiatrie, c'est-à-dire chez les enfants. Alors, dans cette présentation, nous avons 5 points qu'on va essayer de discuter. Si vous avez des ajouts, vous pouvez faire ça dans les commentaires. Alors, nous avons le premier point, on va parler de la définition. Deuxième point, on va parler des formes éthiopathogéniques. Troisièmement, on va parler de la classification. Quatrièmement, on va parler des complications. Cinquièmement, on va parler de la prise en charge. Alors, parlons du premier point qui est la définition du syndrome néphrotique. On doit savoir que le syndrome néphrotique, c'est un syndrome clinico-biologique qui est caractérisé du point de vue clinique par de maîtres symptômes des œdèmes. Mais on doit savoir que les œdèmes ici sont des œdèmes d'origine rénale. Parce qu'on doit savoir que lorsqu'un enfant ou un adulte se présente avec les œdèmes, il faut penser à 4 origines. Nous avons les œdèmes d'origine rénale, les œdèmes d'origine cardiaque, les œdèmes d'origine nutritionnelle et les œdèmes d'origine hépatique. Alors, mais ici, dans notre cas, ici, nous sommes au niveau rénal. Les caractéristiques des œdèmes d'origine rénale sont, on doit savoir que les œdèmes d'origine rénale sont descendants, c'est-à-dire ça commence au niveau de la face. Vous allez constater que chez un enfant souffrant de syndrome néphrotique, il va présenter le matin une bouffoussie de la face. Alors, mais également on doit savoir que les œdèmes d'origine rénale sont bilatéraux, sont mous, quand lorsque vous touchez ça, c'est pas dur. Ils sont blancs, ils prennent bien le goût d'eux et indolores. Alors, on va parler aussi de la physiopathologie des œdèmes en cas de syndrome néphrotique. Nous avons des théories. Moi, en médecine, lorsque je vois des théories, c'est-à-dire il n'y a pas de mécanisme physiopathologique précis, mais on pense qu'il y a des théories. Alors, les théories, ici, nous avons des théories. Nous avons la théorie de Underfield et puis la théorie de Overfield. Qu'est-ce qui est la théorie de Underfield? Vous avez une perte urinaire de protéines. Or, parmi les protéines, nous avons l'albumine qui a 60% des protéines. Alors, maintenant, lorsque vous avez perte urinaire de l'albumine, donc on va assister à une hypoalbuminémie. Donc, au niveau sanguin, le taux de l'albumine sera bas. Alors, l'albumine maintient la pression oncotique. Maintenant, lorsque vous avez une hypoalbuminémie, donc on aura aussi une diminution de la pression oncotique. C'est-à-dire que ça va chasser l'eau vers le milieu interstitiel. Or, au niveau sanguin, on va assister à une hypovolémie efficace. Or, parmi les facteurs qui stimulent le système rénine-angiotensine-aldostérone, nous avons une hypovolémie efficace. Ça va stimuler le système rénine-angiotensine, angiotensinogène déjà sécrété, va se transformer en angiotensine 1 grâce à la rénine, l'angiotensine va se transformer en angiotensine D grâce à l'enzyme de conversion au niveau pulmonaire. Et puis, on aura l'angiotensine D qui est un vasoconstricteur, il va stimuler la corticocérénale pour synthétiser la l'aldostérone qui va faire une rétention hydrosodée et on aura les œdèmes. Alors, deuxième théorie, c'est la théorie de Haverfield. Ici, la théorie de Haverfield, on pense qu'il y a une perte urinaire de plasminogène. Or, le plasminogène doit être converti en plasmine grâce à une enzyme appelée l'urokinase. Et cette plasmine-là va stimuler le canaux épithéliaux à sodium, d'où on va assister à une rétention hydrosodée et on aura les éthers. Et du point de vue biologique, le syndrome néphrotique est caractérisé par une protéinurie de 24 heures supérieure à 50 grammes et une hypoalbuminémie, c'est-à-dire vous avez une albuminémie inférieure à 30 grammes par décilitre. Mais également, dans d'autres livres, on parle d'hypercholestérémie. Mais l'hypercholestérémie, on va voir ça dans les complications. Alors, deuxième point, on va parler des formes éthiopathogéniques. Nous avons 3 formes éthiopathogéniques de syndrome néphrotique.
Nous avons le syndrome néphrotique idiopathique qui est la forme la plus fréquente. Nous avons le syndrome néphrotique génétique. Et puis nous avons le syndrome néphrotique secondaire. Alors, commençons à dire un mot dans chacune des formes de syndrome néphrotique. Commençons par le syndrome néphrotique idiopathique, qui est la forme la plus fréquente. Alors, l'âge de survenue est entre 2 à 12 ans. Lorsque vous avez un enfant qui présente un syndrome néphrotique, que l'âge est compris entre 2 à 12 ans, c'est un syndrome néphrotique idiopathique. Et c'est quoi la physiopathologie? Si la physiopathologie n'est pas précise, mais on pense qu'il y a une altération du diaphragme de fente par un facteur circulant qu'on ne connaît pas le nom jusqu'à présent. Mais ces facteurs circulants proviennent des dysfonctionnements lymphocytaires. Alors ici, c'est que la prise en charge sera comment? Ici, on ne peut pas faire une transplantation parce que lorsqu'on fait la transplantation, on aura beaucoup de récidives. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas au niveau rénal. Le problème est au niveau de la circulation sanguine. Alors ici, il faut donner le corticoïde. Alors, deuxième forme, c'est la forme génétique. La forme génétique, c'est l'âge de survenue, c'est inférieur à 2 ans. C'est inférieur à 2 ans. Alors, c'est quoi la physiopathologie? Vu que c'est de génétique, on comprend qu'il y a des mutations de gènes au niveau rénal. Mais sur la prise en charge, lorsqu'on fait la transplantation, on n'aura pas beaucoup de récidives parce qu'il y a des mutations qui se font au niveau rénal. Alors, troisième, c'est syndrome néphrotique secondaire à hépatite, c'est secondaire à VIH. Alors, le traitement sera le traitement de la cause. Alors, troisième point, on va parler de la classification du syndrome néphrotique. Alors, concernant la classification du syndrome néphrotique, nous avons le syndrome néphrotique pire et le syndrome néphrotique impire. Donc, le syndrome néphrotique pire, c'est lorsque vous avez essentiellement de la protéinurie et les œdèmes. Vous avez l'absence de HTA, vous avez l'absence de l'hématurie et puis la présence d'insuffisance rénale aiguë. Et quand est-ce qu'il faut parler de syndrome néphrotique impire? Le syndrome néphrotique impire, lorsque vous avez absence des œdèmes, absence de la protéine, mais vous avez la présence de HTA, vous avez la présence d'insuffisance rénale et puis hématurie. Alors, du point de vue, la prise en charge concernant ces formes, on doit savoir que le syndrome néphrotique pire et corticosensible, c'est-à-dire que le syndrome néphrotique impire et cortico-résistant. Alors, hormis ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on va parler des complications. Les complications sont nombreuses en cas de syndrome néphrotique, mais on va les regrouper en 3. Nous avons les complications métaboliques, nous avons les complications hématologiques et puis les complications infectieuses. Alors, commençons par les complications infectieuses. On doit savoir qu'un enfant qui présente le syndrome néphrotique va faire des infections à répétition. Pourquoi? Il y a beaucoup de mécanismes qui expliquent cela, mais on va dire même 2 ou 3 mécanismes. Alors, vous avez perte urinaire des anticorps. On va savoir que les anticorps sont des protéines. Les anticorps font partie du système immunitaire. Quand ils ne sont pas là, l'enfant est exposé à faire des infections. Deuxièmement, on peut avoir par rapport à l'hypovascularisation de la rate. On va savoir que la rate, c'est un organe du système immunitaire. Parce qu'on a dit dans la physiopathologie, on va citer une hypovolémie efficace, la rate ne sera pas bien perfusée. D'où on aura une hypoperfusion de la rate, et puis la rate ne sera pas fonctionnelle, d'où on aura des infections à répétition. Troisièmement, vous avez aussi perte urinaire des facteurs du complément qui font partie du système immunitaire non spécifique, on ne sont pas là. L'organisme est exposé. Alors, on doit savoir que dans les complications métaboliques, vous avez une hypocalcémie et une hypocalcémie et puis hypercholestérémie. Alors, l'hypocalcémie, ça s'explique par le perte urinaire de lipase. Le perte urinaire,
de vitamine D bearing protéine. Or, c'est les vitamines-là qui transportent le calcium au niveau sanguin. Quand on n'est pas là, on va assister à une hypocalcémie. Mais également aussi concernant le traitement, concernant la corticothérapie. Donc la corticothérapie entraîne ce qu'on appelle la calciurie, donc une perte urinaire de calcium. Donc on va assister à une hypocalcémie. Deuxièmement, c'est l'hypoalbuminémie. L'hypoalbuminémie, ça s'explique par l'hypercholestérémie, ça s'explique par perte urinaire de lipase. Or, le lipase joue un rôle très important de dégrader les lipides. Quand il n'est pas là, les lipides ne seront pas dégradés, d'où on n'aura pas une absorption de ces lipides-là. Donc, on aura beaucoup de lipides dans la circulation, d'où on aura une hypercholestérémie. Deuxième mécanisme, c'est par rapport à... Deuxième mécanisme, c'est par rapport à quoi? Vous avez une hyperproduction de lipoprotéines. Parce que c'est un mécanisme compensatoire. Vous avez perte urinaire de protéines, l'organisme va voir, il est dans l'insécurité, donc il n'a pas plus beaucoup de protéines. Il va stimuler le foie que l'usine de production de protéines. Donc on aura une hyperproduction de lipoprotéines. Donc on aura des lipides et puis des protéines. Donc on peut assister d'ailleurs à une athérosclérose. Donc voilà, ça fait partie des complications. Alors d'autres complications, on peut avoir une hypovolémie. L'hypovolémie, on aura, parce qu'on avait dit, vous avez une hypovolémie efficace, l'hypovolémie peut entraîner une insuffisance rénale aiguë pré-rénale. Alors on peut avoir aussi d'autres complications, des complications hémorragiques, les complications hématologiques, pardon. Les complications hématologiques, on peut avoir des maladies thromboemboliques par perte urinaire d'antithrombine 3. On peut avoir aussi la perte urinaire de plasminogène, tout ça. Mais également, on peut avoir aussi l'anémie. L'anémie, ça s'explique par perte urinaire je pense, perte urinaire de fer. Alors, pour les complications, il y a encore d'autres complications. Donc, c'est ça, c'est un peu les complications qui sont les complications fréquentes en cas de syndrome néphrotique. Alors, à ce qui concerne la prise en charge, on doit savoir que nous avons 3 paliers. Nous avons le traitement des causes, c'est-à-dire forme éthiopathogénique de syndrome néphrotique. Nous avons aussi le traitement adjuvant et puis le traitement des complications. Donc voilà, le traitement étiologique, on avait déjà parlé. Si c'est un syndrome néphrotique idiopathique, on va donner les corticoïdes. Si c'est un syndrome néphrotique génétique, on va faire une transplantation. Si c'est secondaire, on va traiter la cause. Adjuvant, on va donner les IEC, c'est presque tous les IEC qui répondent, tous les diurétiques qui répondent bien en cas de syndrome néphrotique. Mais on va utiliser plus amyloride, qui agit très important, qui empêche le canaux épithélial sodium d'agir. Donc voilà. Et il faut faire aussi la supplémentation de calcium, en fer, tout ça, il faut le faire. Alors le traitement des complications, donc il faut traiter les complications. Alors, donc c'est un peu ça. Concernant les syndromes néphrotiques, tout être humain ne manque jamais des imperfections. S'il y a des ajouts, vous pouvez faire ça dans les commentaires. Je dis et je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.